simplement nous dire ce que Ah, les règles là-bas. Ah bon, c'est là-bas que ça va se passer? Non, non, c'est ici, mais c'est la présentation d'abord officielle. Et après, vous allez Après, arrêter tout? on arrête pour une minute pour que les gens qui vont parler, que ce soit Ah ici. bon, alors, soit... d'accord, Oui, on commence. oui, on commence. Est-ce qu'on peut commencer? Can we begin? S'il vous plaît. Professor Shiryov of Columbia University, la montée et la chute de la politique d'ukraïnisation. Dans les œuvres de Lénine, volume 51, page 141, un télégramme a été publié, envoyé par Lénine à Staline le 21 février 1920. On était à la troisième invasion russe en Ukraine. Staline commandait les forces armées soviétiques. Voici le texte. Il est impératif d'engager sans délai dans tous les commandements et tous les organes militaires de la force armée en Ukraine des interprètes et d'obliger tous leurs officiers à accepter inconditionnellement les sollicitations et autres documents en ukrainien. Ceci est absolument nécessaire. Nous devons faire toutes les concessions en ce qui concerne la langue, et il doit y avoir le maximum d'égalité dans les langues. On remarque au premier lieu que les forces ukrainiennes n'auraient pas besoin d'interprètes. Deux autres principes de la politique communiste qui allaient être appliqués dans les années à venir sont aussi implicitement formulés ici. On fait des concessions concernant le langage, mais pas sur d'autres points. On ne parle pas de la domination de la langue ukrainienne, mais de son admission avec le russe. En d'autres termes, on accepte le russe comme l'une des deux langues de l'Ukraine. Cependant, il semble que cette politique ait été abandonnée dans les années appelées d'ukrainisation, 1925 jusqu'à 1932. Si on se base sur les documents officiels, décrets et résolutions, on peut retracer la politique d'ukrainisation à partir de 23. Mais comme une série de mesures pratiques qui ont été exécutées constamment et de manière persistante, il est difficile de remonter plus loin que l'année 25. À cette époque, les nécessités préalables à cette politique nouvelle étaient posées en Ukraine. La montée de la nouvelle intelligentsia, rompant avec la campagne, urbanisée, pas trop nombreuse, mais suffisamment pour être prise en compte. La présence de quelques éléments ukrainiens dans le parti communiste, quoique toujours en nombre limité. Mais il y avait d'autres considérations de caractère de toute union. En fait, je crois qu'elles étaient cruciales, qui ont fait que le comité central du Parti communiste de l'URSS ait jeté les dés pour l'ukrainisation et qui ont fait accélérer sa matérialisation rapide. Les raisons de cette nouvelle politique de comité central du Parti communiste d'URSS étaient l'effondrement des espérances d'une révolution prolétarienne dans les pays industrialisés et la stabilisation de l'Europe. Désormais, le parti se tournait vers une nouvelle politique qui consistait au soutien des révolutions coloniales
dans l'espoir qu'elle affaiblirait l'Occident et préparerait sa chute. Les républiques nationales allaient devenir des modèles pour de tels développements. Staline lui-même ne cachait pas que même les petites républiques soviétiques d'Asie lui importaient plus que l'Ukraine. Mais il faut compléter les déclarations de Staline, en partie les corriger, en utilisant les matériaux du 5e congrès de l'Internationale communiste. 3 de ces sessions spéciales, c'est juillet 24, ont été dédiées à la question nationale. Et on a adopté une résolution avec emphase, cette fois-ci, non sur l'Orient, mais sur l'Europe centrale et les Balkans. La résolution consacra un chapitre à part sur la question ukrainienne en Pologne, en Tchécoslovaquie et en Roumanie. Tout comme les mouvements coloniaux en Asie et en Afrique étaient considérés cruciaux dans la chute convoitée des grands États occidentaux, la question ukrainienne était regardée comme la clé de la dissolution de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et de la Roumanie. L'ultime but de la politique adoptée par le Congrès était l'unification de toutes les terres ukrainiennes occidentales en une seule qui joindrait l'URSS. C'était par suite de ces événements internes et plus spécialement externes que la minorité ukrainienne à l'intérieur du Parti communiste de l'Ukraine s'est vue tolérée et même encouragée dans son rêve de politique d'ukrainisation. Le fait que cette politique était beaucoup plus profondément motivée de l'extérieur de l'Ukraine et même à l'intérieur bien plus du comité central du Parti communiste de l'URSS que du comité central du Parti communiste de l'Ukraine, et qu'elle ne débouchait pas sur un mouvement populaire, expliquait ses forces et ses faiblesses, que je vais discuter, aussi bien que sa cessation ultérieure relativement aisée. Ceci n'était pas un mouvement des Ukrainiens contre Moscou, mais dans une large mesure un tournant nouveau dans la politique du Kremlin. En avril 1925, la session plénière du comité central du Parti communiste de l'Ukraine donna un large aperçu de l'état de l'ukrainisation et en juin de l'année 26, la session plénière suivante adopta les thèses sur les résultats de l'ukrainisation qui sont utilisés comme des guides politiques pour environ les 5 années à venir. En tant que témoin indirect de l'importance qu'on leur attachait, on peut utiliser les discours de Kossior, qui depuis 1928 était le premier secrétaire du comité central. Son discours en novembre 28 à la session plénière du comité central. C'était, comme vous le savez, l'année de la collectivisation des paysannes, à laquelle 13 pages étaient consacrées, alors qu'on discutait de l'ukrainisation en 34 pages. 13 pages pour la collectivisation et 34 pour l'ukrainisation. Si on compare les résolutions du parti et les décrets du gouvernement entre 25 et 27 avec ceux des années précédentes, on ne peut pas ne pas noter quelques différences importantes dans l'expression et le contenu. En 1920, on affirme que, je cite, «
la langue ukrainienne doit être utilisée à côté de la langue grande russe. En 23, ceci est implicitement rejeté. Je cite de nouveau. L'égalité formelle des deux langues les plus répandues en Ukraine, l'ukrainien et le russe, telle qu'elle est appliquée, est insuffisante. Maintenant, on demande l'usage intégral de l'ukrainien par les fonctionnaires à partir du 1er janvier 26 au plus tard. Et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas s'y conformer doivent être licenciés. La véritable argumentation pour l'ukrainisation a changé. Précédemment, c'était à cause de la nécessité de l'adaptation à la paysannerie. Maintenant, cette vue est complètement rejetée, car elle est dite d'impliquer l'infériorité de la culture et de la langue ukrainienne. Des mesures pratiques de l'ukrainisation concernaient l'utilisation de la langue ukrainienne dans l'appareil de l'État d'une part, et d'autre part dans la culture au sens large. Il est inutile de préciser que dans les deux cas, on cherchait actuellement à dérussifier les villes et les centres industriels. Elle ne s'appliquait pas à la campagne. La campagne n'avait pas besoin de l'ukrainisation. L'ukrainisation était obligatoire pour tous les employés de toutes les institutions d'État. Tous les officiers devaient passer un examen de langue et de culture ukrainienne. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'ukrainien, qui ne le connaissaient qu'imparfaitement, on organisait des cours spéciaux. En matière d'éducation, le succès de l'ukrainisation était étourdissant dans les écoles élémentaires. Vers 1930, le nombre d'écoles élémentaires ukrainiennes passa à 14 500 contre 1 500 d'écoles russes. L'augmentation n'était pas aussi rapide dans les autres catégories d'écoles, mais elle était également remarquable. L'ukrainisation de la presse atteignait 69% en 1930, 88% en 1932. Les événements importants furent l'ukrainisation de l'organe central du comité central du Parti communiste d'Ukraine, communiste, le 16e juin 26, la fondation d'un journal ukrainien pour les ouvriers prolétaires en la même année. Dans la production de livres, la publication en ukrainien constituait 46% en 27, 54 en 27, d'abord c'était 26, excusez-moi, et 77 en 31. Le théâtre russe, y compris les opéras, était pratiquement banni de l'Ukraine. Les théâtres dans les quartiers centraux des villes étaient donnés à des compagnies ukrainiennes qui, dans le passé, étaient réduites aux périphéries. Le but principal, comme j'ai déjà dit, était la dérussification des villes et des centres industriels de l'Ukraine. Avec une force implacable et souvent aveugle, la lourde machine de l'État totalitaire frappait cette forteresse qu'est la langue et la culture russe en Ukraine. Au début de l'ukrainisation, il y eut des voix individuelles qui, sans feinte, réclamèrent l'ukrainisation des ouvriers, par exemple Zatonsky, Khvilovy. Mais cette requête était hasardeuse comme un slogan. Elle impliquait facilement que l'ukrainisation ne s'accomplissait pas par le prolétariat, mais au-dessus et même contre lui. C'est Skripnik
qui vint sauver la situation avec sa théorie des deux groupes d'ouvriers à la langue russe en Ukraine. Ceux qui étaient ukrainiens d'origine, mais qui étaient à moitié russifiés et qui parlaient une langue mélangée, et ceux qui étaient russes. Pour le premier groupe, le plus nombreux, l'ukrainisation était une aide pour leur situation précaire du ni l'un ni l'autre. On devait respecter la nationalité russe du deuxième groupe, mais on devait les attirer vers la culture et la langue ukrainienne en insistant sur sa splendeur, mais sans utiliser la contrainte. En pratique, il était impossible de distinguer les deux groupes d'ouvriers. Même les ouvriers de descendance russe parlaient le russe avec des adjonctions d'ukrainien, sans parler du fait que personne ne demandait aux ouvriers qui n'étaient pas complètement russifiés s'ils voulaient retourner à leur paradis ukrainien immaculé d'origine. Dans l'histoire du monde, les exemples sont connus pour témoigner que les villes, dans le processus de l'industrialisation, changeaient leur langage sous l'impact de leur campagne. Prague se dégermanisa ainsi que Riga et Tallinn. Mais en général, ce processus se déroule sur au moins une génération. On peut penser que les promoteurs ukrainiens de l'ukrainisation se sentaient pressés par le temps à cause du slogan de l'industrialisation lancé en novembre 1926 par la 15e conférence du Parti communiste de l'URSS et une année plus tard, en décembre 1927, auquel on ajouta le slogan de la collectivisation de la paysannerie au 15e congrès du même parti. Il voulait, ces promoteurs de l'ukrainisation, que le centre industriel de l'Ukraine devienne ukrainien avant l'émigration massive des paysans vers les villes, de peur que ces nouveaux arrivants ne se fondent dans leur nouvel environnement de langue russe. Dans leur zèle, soutenus par la conviction traditionnelle des bolcheviks que les masses sont malléables et que la coercition et la peur sont les fondements de la politique, ils n'évitaient pas les pressions voisines de la violence. L'impact de la politique d'ukrainisation sur le statut et le prestige de la langue ukrainienne était complexe et souvent contradictoire. Dans sa déclaration, je cite, « L'ukrainisation, c'est le résultat de la volonté invincible d'une nation de 30 millions d'habitants. » Cet écrivain prenait ses désirs pour des réalités. En effet, lancée de Moscou, prise en charge et dirigée par le Parti communiste avec ses méthodes spécifiques, l'ukrainisation rencontrait la sympathie et le soutien de quelques groupes de la population ukrainienne et une neutralité prudente de la part des autres groupes. À l'intérieur du parti lui-même, elle était conduite et dirigée par une minorité. La base sociale pour la politique d'ukrainisation était plutôt mince. En fait, c'était seule intelligentsia ukrainienne d'orientation communiste, peu nombreuse au bout du compte. Les ouvriers et la classe moyenne étaient au mieux indifférents. Et on ne connaît aucun fait rapportant quelque enthousiasme de la part de la paysannerie. On ne doit pas mal interpréter ces attitudes des paysans. Dans ces canaux libres qui n'étaient pas encore aux mains du parti,
l'ukrainisation progressait rapidement et de façon véhémente. C'est ce qui se passait au sein de l'Église. Fondée après plusieurs années de préparation, en octobre 21, l'Église orthodoxe ukrainienne devint influente et grandit très rapidement, et pas seulement à la campagne. En 1927, elle comprenait environ 1050 paroisses contre 8000 paroisses russes traditionnelles, et la plupart des paroisses ukrainiennes étaient très actives et trouvaient le soutien de la population. Le coopératisme était un autre canal où l'énergie des paysans était dirigée. En 1928, les 42 000 coopératives existantes possédaient 74% du commerce de détail. Ni l'Église autocéphale, ni le coopératisme de la campagne n'avaient besoin de l'ukrainisation. Les paysans étaient ukrainiens dans leur essence même, et la masse paysanne était là avec sa langue. Alors qu'ils soutenaient et promouvaient de tels champs d'activité, les paysans étaient plutôt indifférents à l'ukrainisation officielle. Les paysans ne se préoccupaient pas beaucoup de savoir si un narkom Yost écrivait une lettre à un narkom Fin en ukrainien ou en russe, et la plupart d'eux ne s'intéressaient pas beaucoup à la propagande communiste. Un support potentiel pour l'ukrainisation aurait pu provenir de l'intelligentsia ukrainienne non alignée sur le parti, et par-dessus des savants, des professeurs, des écrivains, etc. Le retour des immigrants tels que Hrushevsky, Voronezh, Samir, Kotyutyunik et d'autres encore dans les années 24, 20 à 26 était la manifestation de la volonté de ces groupes de coopérer avec la nouvelle politique. Mais le régime soviétique suspectait de façon paranoïaque toutes les initiatives non contrôlées dans la politique d'ukrainisation. En étudiant les événements par ordre chronologique, on a l'impression que tout mouvement vers une ukrainisation plus poussée devait être payé par la destruction d'une force ukrainienne ou d'une force ukrainienne potentielle. Simultanément avec la prolétarisation en guillemets de la culture ukrainienne, la pression s'exerça avec une uniformité implacable sur toutes les manifestations d'ukrainisation spontanée. En ce qui concerne les questions ecclésiastiques, l'année 28 vit l'arrestation de métropolites, de presque tous les évêques et de nombreux prêtres de l'Église orthodoxe ukrainienne à autocéphale. Vers 1931, cette Église en tant qu'unité fut complètement détruite et en même temps on élimina la langue ukrainienne de l'Église. Dans le coopératisme, les restrictions commencèrent en 1927 et à la fin de la période considérée, le coopératisme ukrainien, relativement indépendant, sous la pression de l'interférence directe du gouvernement au moyen de leurs impôts et autres mesures similaires, existait encore à peine. Arraché de ses seules bases sociales potentielles réelles, imposé par un parti et une machine d'État non ukrainien, dépourvu de sincérité et de spontanéité, contrebalancé de manière conséquente par des mesures anti-ukrainiennes. L'ukrainisation apparaissait à l'habitant moyen russe ou pro-russe des villes comme une sorte de comédie, avec à l'occasion quelques tons dramatiques, mais par-dessus tout comme une comédie. Il apprit où et dans quelles limites il devait compter avec cette façade officielle, et il apprit que ces limites étaient relativement étroites
et qu'il était préférable de ne pas les transgresser. Il avait appris que les enseignes devaient être réécrites en ukrainien, selon la résolution du comité central, mais derrière la façade, la vieille machine bureaucratique russe continuait à fonctionner. Certains habitants des grandes villes ont découvert la langue et la culture ukrainienne pour eux-mêmes, et ils s'y sont émergés de tout cœur. Mais ils ne représentaient qu'une minorité. Pour la majorité, l'ukrainisation n'était qu'un mimétisme, une prétention, un déguisement. Dans de telles circonstances, une attitude moqueuse à l'égard de la langue ukrainienne était largement répandue et l'une des plaisanteries anti-ukrainiennes les plus connues était de demander « Parlez-vous sérieusement ou en ukrainien ?» En somme, à peine une campagne administrative basée sur la coercition pouvait réussir à obtenir que ceux qui parlaient russe dans les villes se tournent vers l'ukrainien. Ceci était encore moins possible si on considère la politique à double sens qui d'un côté encourageait et exigeait l'utilisation de l'ukrainien et qui d'un autre côté rendait dangereux tout mouvement spontané et sincère dans cette direction et qui minait l'extension de la culture ukrainienne. Chomsky fut assez perspicace pour déclarer dès novembre 26 que, je cite, « l'ukrainisation forcée de la machine d'État est un non-sens ». Et Khvylevy fait déclarer à l'un de ses personnages dans son roman « Valchnepi », publié en 1927, que l'ukrainisation, je cite, « est stupide et un contretemps aux développements sociaux ». Les succès de l'ukrainisation, s'ils existaient, résidaient ailleurs. La maîtrise passive de l'ukrainien, même s'il n'était pas encore universel, atteignait des cercles plus étendus que précédemment. Il n'existe pas de statistiques directes, mais il est hors de doute que le nombre de personnes s'intéressant à la culture ukrainienne s'accrut substantiellement. Certainement, quelques intellectuels qui, dans des circonstances différentes, auraient travaillé à la culture russe, rejoignirent la culture ukrainienne. En exemple, on peut citer Ivan Kalyanikov, qui devint le poète ukrainien Ivan Kalyanik, et qui, disons-nous en parenthèse, fut plus tard liquidé comme nationaliste ukrainien. On peut trouver et décrire d'autres cas. Dans les circonstances les plus compliquées, les plus emmêlées et souvent dangereuses, se créèrent un nombre important de chefs-d'œuvre en littérature, dans les arts et les sciences. L'ukrainisation allait s'éteindre rapidement avec l'arrivée en Ukraine de Pavel Postyshev, plénipotentiaire de Staline, tout de suite après le 24 janvier 1933. Postyshev, un Russe, était un homme du parti important en Ukraine de 23 à 30, et il était connu en tant qu'adversaire de l'ukrainisation. Certainement à cause des communistes ukrainiens, peut-être Skripnik, qui s'opposait à lui, il avait été rappelé à Moscou en 1930. Il revenait maintenant, triomphant, pour remplir ce qui était probablement son souhait personnel, et avec les commissions officielles, pour briser ses ennemis idéologiques et personnels, et pour soumettre les Ukrainiens dans le parti et en tant que nation. Des développements internes et externes causèrent la fin violente de la politique d'ukrainisation. Malgré de nombreuses déclarations des promoteurs de l'ukrainisation proclamant que celle-ci n'était pas une politique visant à l'apaisement de la paysannerie, elle avait été conçue dans ce sens. Maintenant, en 1933,
ceci n'était plus un problème. Depuis 1929, Staline était engagé dans une guerre non déclarée avec les paysans, la guerre qui commença avec la proclamation de la politique de collectivisation et trouva sa matérialisation effective en 1930-31 avec la liquidation des kulaks, accompagnée par la famine mineure de 1932 qui était causée par une implacable collecte de grains au profit de l'État et qui fut suivie par la famine majeure de 1933 causant des millions de morts, brisant l'échine de la paysannerie ukrainienne et la mettant à genoux. En fait, depuis 1931, il n'était pas nécessaire de faire des avances aux paysans. En matière de politique extérieure, les espoirs d'arriver au communisme mondial avec Moscou pour centre dans le réveil des mouvements de libération coloniale, les espérances qui ont produit la politique de corénisation, y compris l'ukrainisation, s'avérèrent frustrées. À la place, les perspectives d'une guerre en Europe s'amorçaient avec le renforcement du nazisme en Allemagne, qui culmina avec la prise du pouvoir par les nazis le 30 janvier 1933, la même semaine que Postchev arriva à Kharkov. Dans cette guerre, l'Ukraine allait être la reine principale. C'est pourquoi le pays devait être impitoyablement pacifié et devenir une province russe sans aucune tradition propre. C'était la deuxième mission de Postchev. La politique d'ukrainisation n'a été formellement abrégée ni par Postchev ni par aucune institution du parti ou du gouvernement. En effet, on mentionne l'ukrainisation jusqu'à 1937. En fait, l'impulsion de l'ukrainisation était entièrement brisée pour bien des raisons, mais surtout parce que ces cadres qui travaillaient dans le commissariat de l'éducation et dans les cours centrales, etc., ont été détruits. Les effets pernicieux de la politique de Postchev résidaient non pas dans l'interdiction de la langue ukrainienne, ni dans l'abolition formelle de l'ukrainisation, mais dans la destruction presque totale des cadres ukrainiens. Tous ceux qui portaient les traditions du passé furent réduits au silence ou exécutés en accord avec le nouveau slogan de la culture nationale seulement dans sa forme. La terreur atteignit des sommets jamais égalés auparavant. Des milliers de personnes furent arrêtées sous de fausses accusations, placées dans des conditions insoutenables et torturées. Elles confessèrent, en guillemets, leur appartenance à des organisations subversives, secrètes, qui n'avaient jamais existé et dont on ne parlait jamais dans les procès publics, mais qui furent mentionnées en passant dans le discours public de Postchev, etc. Aucun groupe de l'intelligentsia en Ukraine ne pouvait rester intact en face de ces arrestations et de ces exécutions, du clergé aux ingénieurs, des coopérateurs aux acteurs, des écrivains aux agronomes, etc. Périphrasant l'expression de Yuri Vavrinenko à propos de la renaissance culturelle ukrainienne des années 1920, on peut discuter de l'étendue de cette renaissance, mais son assassinat est indéniable et indiscutable. Thank you very much.